Perfecto. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Je vais parler d'Android. En gros, en large et en travers. Petite rétrospective de maintenant, pour moi, plus de 10 ans de développement sur cette magnifique plateforme. Et donc, en petite introduction, je m'appelle Julien Salvi, je suis lead Android engineer chez Aircall, euh, pas très loin, à 10 minutes par là-bas. Boîte très cool, et je suis aussi Google Developer Expert sur Android, partie du POG, et j'écoute du punk et je bois des bières. Si vous voulez suivre genre ce que je partage autour des articles, talks, etc., je suis encore sur Twitter. J'ai pas migré, j'ai la flemme. Ok, donc, un petit disclaimer avant de rentrer dans le dur. Ça va parler d'Android. Euh, Beaucoup de mon expérience personnelle en tant que développeur. Comment un peu le développement sur Android a évolué depuis le jour 1 jusqu'à maintenant, avec quelques exemples de dev, du coup de code sur Android. Ce sera des exemples genre bons comme mauvais. Et ce talk sera interactif. Et je vais essayer d'être un peu fun. Donc à un moment donné, je vais vous demander de participer pour construire un peu ce talk. Vous verrez. Donc ça, c'est de ce qu'on va parler. Donc principalement Android et tout ça. Genre pas, on va dire la naissance d'Android. Chetaz a déjà fait ça très bien avec son livre et les keynotes qu'il a pu donner. Et je vais pas parler par contre, je vais pas pouvoir couvrir tout. Le dev Android en 45 minutes, ça va être un peu chaud. Et on m'a dit non pour 2 heures. Donc je vais devoir choisir mes sujets. Ok, donc ça, c'est niet. Bon, on va un peu rentrer dans le sujet. 10 ans de développement Android. Du coup, je vais un peu donner un peu de contexte. Ou comme on aime bien sur Android, un peu de contexte. Euh, c'est important de poser déjà les bases. Ok, donc 10 ans. Des fois, je me représente des fois un peu comme ça, genre un peu, genre vieux, ça bouge vite et c'est dur à suivre, ou comme ça. C'est aussi, on trouve des nouvelles techno, nouveaux frameworks, et on a l'impression de devoir tout reprendre, et on a un peu l'impression d'être un nouveau commencement. Mais c'était la plupart du temps, c'est comme ça. En 10 ans, c'est focus, essayer d'apprendre, comprendre, expérimenter des choses. Parce qu'Android, c'est vaste, il y a beaucoup de sujets, et c'est un beau framework où il y a vraiment énormément de choses à couvrir. Du coup, ça, c'est moi, c'est ma tête. Et en gros, j'ai commencé Android quand c'était Froyo à la base, donc Android 2.2 de mémoire. Pas mal bossé, enfin, quasiment bossé que pour des startups qui scale up en gros, où genre, j'ai été souvent genre une meute de 1, voire maximum une team de 5-6. Donc ça rentre en compte. J'ai commencé avec Eclipse, avec le bon vieux Java, jouer avec Action Bar Sherlock, Crashlytics quand c'était encore seul, voire avec Twitter, ou ensuite après avec Google. Butterknife, Android Annotation. C'est, euh, C'était quelque chose. Et ensuite, avec maintenant Kotlin, Android Studio et bien sûr Compose. Donc tout ça, en gros, c'est un peu mon expérience, mon vécu, et c'est avec ça on va dire que ce talk a été construit. Donc, on va voir comment on est allé de ça. Donc là, c'est en quoi? C'est en février 2009. Donc le site Android Developer. Comment on est parti d'une version 1 d'Android à une version 13 d'Android, et un site tout shiny, tout bien, avec énormément de documentation et énormément de choses. Ou alors comme on est parti de ça, Eclipse avec un vieil émulateur qui est lent, à un truc qui ronronne bien maintenant avec Android Studio et l'émulateur intégré dans l'IDE. Et comment on est passé de ce petit téléphone à
un gros Pixel 7 avec un zoom x30 en plus de 10 ans. Mais maintenant, du coup, j'avais dit que ce talk était un peu interactif. Et si vous voulez bien scanner ce QR code ou alors aller sur menti.com et rentrer ce code, je vais vous demander gentiment de répondre à cette question. Et vous, c'était quoi votre première version d'Android ? Je remets le QR code au cas où s'il y en a qui veulent rescanner ou rentrer le code. Et on va voir ce que vous allez répondre. Alors, question 1. Ok, donc il y a du 23, du cupcake, du ice cream sandwich, peut-être. Du je sais plus. Pour les quelques fois où j'ai demandé à l'audience, le je sais plus, il revient en force. Donc cupcake, ok, ça c'est. Du froyo. Ok, donc pas mal de. Il y a du début, du milieu et vers la fin. Donc, vous allez découvrir ou redécouvrir des choses avec ce talk. Hop. Donc du coup, Android, ça a commencé 2008, première version. Donc là, je vais faire un petit peu une sorte de timeline rétro de l'évolution du début jusqu'à maintenant avec Android 13. Donc ça a évolué avec, on est passé de Android 3, 5, 6, là où on a commencé vraiment à avoir un peu plus de contenu, etc. Donc 9, 11, jusqu'à 13 maintenant. Et sur l'écosystème développeur, ça a bien changé, évolué au fil des années avec Android 1. Donc on était avec son bon vieux Eclipse, ADT, Java. Avec Android 1.5, on a vu la naissance des A5 Tasks et on a vu sa mort avec Android 11. On a eu toute une ouais. On a vu toute une suite d'améliorations, les action bars, les fragments qu'on popait avec Android 3.0, les premières support librairies, Android annotation. Et ensuite, on a eu pas mal d'ajouts de la communauté, style Action Bar Sherlock, Rx Java fin 2011 qui est apparu, 2012-2013 c'était Volet qui est toujours maintenu. J'étais hyper étonné qu'il y a toujours des commits qui passent dessus. Toujours dans la doc officielle, non? Networking. Ouais, pas sûr. Butter Knife Retrofit, etc. Et avec l'avènement un peu de matériaux avec Android 5, là on a vraiment commencé à voir l'écosystème grandir avec des nouveaux form factors, Google TV, Cardboard, Cardboard c'est peut-être un peu mort maintenant, mais Chromecast et tout. Donc Android a grandi sur autre chose que du téléphone, et on a vu aussi on va dire l'expérience développeur s'améliorer avec Android Studio. Avec Gradle aussi. Faut pas l'oublier. Avant, c'était pas simple. Les permissions. Avant, c'était open bar. Maintenant, ça le devient un peu moins. Et ensuite, avec l'avènement maintenant ça a commencé fin 2017, mais Kotlin, les components d'architecture, Live Data, Google a vraiment là poussé entre 2016 et 2018 énormément de librairies et on va dire de tools pour les développeurs pour vraiment simplifier et améliorer notre expérience à nous pour développer nos applications. Et donc fin 2019 avec l'IO, c'est Kotlin first et on met Java de côté, et c'est, on va dire, la naissance, un peu le soulèvement de Compose qui arrive petit à petit pour fin 2021 passer en stable et maintenant migrer petit à petit vers on va dire, ce système déclaratif et pas impératif comme on avait l'habitude avec le système View depuis X années, et même maintenant l'émergence de Kotlin multiplateforme. Donc assez riche, beaucoup de choses à parler, et j'ai décidé un peu de séparer cette timeline en sorte de 3 ères
Donc on va dire le début, le milieu et la fin. Ça me paraissait pas trop mal. Et donc du coup, séparer cette timeline en trois ères. L'ère de Holo au début, le YOLO Age. Ensuite, on a l'âge de Material, avec tout ce que Google a poussé autour de Material Design, plus les tools et les librairies qu'ils ont développées pour nous. Et l'âge de Kotlin, le Kotlin Age, ou le Cage, comme j'aime bien l'appeler. Ouais, les blagues sont pourries, désolé. Hein. Non, c'est qu'on voit pas bien La tête de Nicolas Cage. Ouais. Ok, donc tout ça, on va dire, ça représente un peu l'histoire Android côté développeur. Et je suis venu avec quelques sujets, genre potentiellement parler d'Action Bar, comment l'évolution de construire de la UI en natif a évolué depuis l'âge de le YOLO jusqu'à maintenant. Parler peut-être Networko, l'architecture, quand même au niveau scrolling content, comment on est passé genre d'une list view et d'une scroll view à ce qu'on fait maintenant avec Compose, permission et background work. Et donc tout ça, et ben en fait ça va être à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc je vais vous redemander d'aller sur menti.com si vous êtes toujours chaud et intéressé par ce qui va suivre, et de scanner ce petit QR code ou d'entrer le code et de choisir qu'est-ce qui vous intéresse le plus maintenant. Et je suis sûr que ça va passer sur architecture en 1. Non, mais on peut faire plusieurs choix. Ouais, j'ai mis un choix multiple. Ah, même pas architecture. Ok, donc, allez, je vais prendre les top 3. Ouais, il me reste peut-être une demi-heure. Ouais, les trois plus hauts, je vais partir dessus. Background work, build native UI, architecture. Non. Ok, bon, bah, je vais choisir. Ce sera pas architecture. Ah, putain. Ok, 12 personnes. Je pense qu'on peut partir dessus. Background work, build native UI et peut-être architecture. Ouais, il y aura de la 5 task. Ok. Hop, hop. On avait dit background work. Tac. Ok, donc on va voir un peu comment ça a évolué depuis vraiment l'API 1 jusqu'à maintenant, avec ce qu'on fait de bien avec Kotlin et Coroutine. Donc du coup, API 1, on était avec du bon vieux Java des familles, donc on avait accès à tout ce qui découlait du Java. Donc on avait accès au thread, on a d'ailleurs toujours accès à tout cet environnement thread, runnable pour développer nos applications. Mais au début, on avait vraiment que ça à disposition. Donc ce qui est bien, donc on peut faire du background work, mettre son thread, implémenter un runnable, etc. On startait notre thread, mais on va dire qu'il y avait aucune connaissance quand on lance un thread. Thread et lifecycle, il n'y a pas d'interopérabilité, donc on peut potentiellement genre lancer notre tâche dans notre thread. On change la config de l'application, on fait une rotation et bim, soit on leak et on fait un leak mémoire, ou on crache notre application. C'était pas forcément ouf. Et même dans les premières API, donc depuis l'Activity, on pouvait lancer des runnables ou des threads avec genre view post ou post delayed ou run on UI thread qui était vraiment beaucoup utilisé. Dans les premières versions et dans nos premières applications. Ce qu'il y a aussi depuis API 1, donc ce qui appartient toujours à l'univers Java, c'est les exécuteurs.
exécuteurs qu'on peut vraiment encore de les utiliser encore aujourd'hui, c'est pas déconnant, on va dire, si on reste sur un environnement Java. Et si on regarde un peu avec l'implémentation des futurs, on retrouve un peu ce consigne genre de blocking méthode qu'on peut retrouver maintenant avec les coroutines. Mais on va dire, c'est de l'API pure Java. Euh, et c'est en final ces concepts-là de futur et d'appel bloquant, on les retrouve encore aujourd'hui avec Kotlin. Donc on va dire que ça n'a pas réinventé la roue, mais la roue est quand même vachement mieux faite maintenant. Donc après il y avait toute une suite de factory, d'utility pour pouvoir utiliser ces exécuteurs dans son code et essayer de se lier au lifecycle de notre activity ou du fragment. Donc là, on avait beaucoup plus d'options, on a beaucoup plus de pouvoir par rapport à un pur Java thread. Et ensuite, on a eu en place aussi, avec le framework Android, de pouvoir faire des opérations assez longues avec les services qui sont là depuis l'API 1 et encore utilisés maintenant. On a eu l'apparition des intent services, mais maintenant c'est déprécié et on ne doit plus trop les utiliser, mais c'était quand même assez utile. Les services avant c'était assez c'est comme un peu tout maintenant sur Android. Avant c'était vraiment open bar, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Maintenant on a un peu plus de restrictions sur les services, avec les foreground services, background services, on peut lancer des grosses tâches où l'utilisateur peut qu'il ait l'application, qu'il ait le service, etc. Donc maintenant il faut faire beaucoup plus attention quand on part sur l'utilisation de services. Et bien sûr, l'insync task qui est apparu avec l'API 3. Et c'était pas là vraiment dès le départ d'Android. Donc c'est vraiment quelque chose, genre ils se sont dit, ah tiens, faut qu'on fasse quelque chose. C'est peut-être une bonne idée. Ça nous a aidé. Mais après, on s'est rendu compte que oui. Mais ça a tenu quand même 27 versions. Mais ça a été utile. Donc là, on en a tous fait, tous implémenté. Implémenté du coup avec le do in background, potentiellement dispatch un update, et ensuite dès que notre tâche en background a été exécutée, on pouvait notifier notre UI ou faire autre chose, faire ce que vous voulez avec le résultat. Donc assez lourd, mais c'était, on va dire, mieux que directement utiliser des threads ou aller sur potentiellement de l'exécuteur. Donc là, il y avait aussi, c'est pas niveau lifecycle, c'était pas encore lifecycle aware, et ça pouvait des fois impliquer quelques leaks quand on changeait de portrait à landscape ou l'inverse. Il y avait du bien, mais il y avait beaucoup de pas bien en fait. Et maintenant c'est interdit. On veut plus voir ça dans les code base. C'est fini. Donc il y avait aussi l'interopérabilité avec Android Annotation. Donc là on pouvait faire magie de l'annotation et lancer des choses en background. Et des fois ça marchait pas. C'était la magie de la sync task et la magie d'Android Annotation. Tout se passait dans la code gen derrière. Et ensuite, on a vu, ça a eu une hype assez grosse quand c'est arrivé vers, je dirais, Android 4 de mémoire, genre RX Java. Donc là, il y en a eu partout, et donc dès que c'était dans une codebase, on a RX toutes les choses. RX de la couche data à la couche UI, il y avait du RX partout, et une fois qu'on tombe dedans, impossible de s'en sortir. Donc on l'a à vie et on le traîne jusqu'à ce que l'app soit brûlée. Mais c'était quand même intéressant.
de pouvoir vraiment d'avoir de se subscribe sur tel scheduler, donc faire du travail sur le thread IO ou sur le main thread, etc. Et ensuite de dispatch le résultat sur genre ici par exemple sur notre main thread si on veut effectuer une tâche genre aller fetch de la donnée et manipuler ces données pour ensuite l'afficher dans notre UI. Typiquement c'est ce qu'on devait faire avec RX et avec toutes ces opérations, des maps, des zips, des conflates. Donc il y avait un tooling de RX Java pas déconnant et assez utile pour vraiment manipuler et fetcher de la data en asynchrone. C'était pas la courbe d'apprentissage la plus triviale du monde. Quand on a mis le dent pour la première fois sur RX, la learning curve là, elle était assez raide. Et côté debug aussi, c'était pas vraiment le top du top. Des fois, on savait pas où notre data passait et on savait pas genre pourquoi ça partait en erreur et on n'avait pas un peu le suivi de toute la chaîne. Donc, c'était bien, mais je pense qu'on l'a vu, il y a mieux maintenant. Et donc, ensuite, vers 2019, du coup, d'autres API depuis Material et l'âge de Kotlin. Donc, on a maintenant des work managers qui permettent de faire runner des tâches en background. Mais on peut appliquer par exemple des contraintes de type soit du network ou lancer ça tous les X heures, X jours. Donc c'est une des solutions recommandées par Google si on veut faire on va dire du persistent work, si on veut genre lancer quelque chose immédiatement en background ou le faire sur X heures ou dans tant de heures, minutes, etc. Donc niveau scheduling, pas mal de choses et énormément de configurations pour lancer ces tâches en background. Et bien sûr, maintenant, depuis 2018, quand on est maintenant dans une application full Kotlin, si on veut faire quelque chose en background directement avec Kotlin, on passe par les coroutines. Donc c'était assez game changer sur le fait de s'enlever toute cette logique de callback L qu'on avait un peu dans nos applications. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des applications plus simples et du coup de pouvoir un peu s'occuper d'autres choses que de maintenir des énormes couches de RX. Donc là, avec les implémentations des scopes, job supervisor, on peut vraiment avoir une interopérabilité avec le lifecycle des activities, fragments, view model. Donc là, on peut être, on va dire, lifecycle safe beaucoup plus simplement qu'avec les autres outils qu'on avait par le passé. Et donc, je fais une petite rétro. Donc là, on a un petit board de rétro autour des background work. Alors en général, le multithreading, c'est vraiment pas la chose la plus simple. Donc c'est toujours pas évident, on va dire. On oublie les async tasks, ça c'est mort, c'est fini. Et j'ai jamais été un fan de Rix, donc si vous pouvez aussi l'oublier, ce serait cool. Si vous utilisez une codebase en Kotlin, allez foncer avec les coroutines. Les services, vous pouvez toujours les utiliser, mais on a des restrictions c'est beaucoup plus strict maintenant. Si vous voulez lancer des tâches longues, go sur le Work Manager. Et si vous voulez que votre app soit un peu plus en mode réactif, partez et allez tester du Kotlin Flow. Ok, donc là ensuite on va passer sur du Build Native UI. Comment ça, non? On voulait tous l'architecture. Non. Ok, du coup je vais me donner mon point de view sur ça.
comment on a fait pour construire nos belles applications depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, en gros, avoir un petit aperçu de ce qu'on avait avec les premiers views composants et maintenant ce qu'on développe avec Compose. Et voir un peu comment la communauté a un peu contribué à nous donner énormément de librairies et d'outils pour vraiment faire des apps de haut niveau. Donc voir un peu comment notre développeur expérience a évolué depuis le jour 1 et comment on est passé de ce gros XML Java à Kotlin Compose pur. Ok, donc là on part dans le Dark Age, ça va être YOLO. Il n'y avait pas énormément de composants à l'époque avec l'API 1, donc du coup il y avait pas mal de choses faites à la main. Mais on avait quand même nos petites nos activités, nos views pour faire nos views custom, des views groupes, linear layout, frame layout et absolute layout. Et ça je vais y revenir. Genre là c'était un exemple de mon code qui date je pense de 2010, donc c'est ça là. Et encore c'était pas il y a pire. Donc là, genre on faisait un extend de notre activity, on faisait un find view by ID, donc on castait si c'était un bouton, radio button, un frein, enfin, etc. Donc voilà comme on faisait à l'époque pour aller chercher nos vues dans notre XML. Et ensuite après on définissait bien sûr toutes les views dans notre XML et faire des custom views. Donc on devait implémenter tous les constructeurs, les 3 constructeurs. C'était sympa. Et donc dans notre XML, donc là on avait potentiellement notre scroll view, un linéaire, etc. Donc on définissait, du coup on décrivait tout notre layout et nos composants qui vont être utilisés par notre fragment ou notre activity. Et donc je parlais d'Absolute Layout qui est venu en API 1 et ils se sont vite rendus compte que c'était un peu de la merde. Désolé pour le langage, directement sur l'API 3, bim, deprecated. Et clairement, quand on place un composant en absolu par rapport à une position en pixel dans son conteneur, ça scale pas très bien, surtout avec les différentes versions et tailles d'écran d'Android. Et on devait tout recalculer à la main pour replacer ensuite notre composant avec le code. Si on voulait pas que ça parte en sucette, des fois hors screen. Donc ça a duré 3 versions. Et on l'a utilisé au début, mais vraiment plus faire ça, plus faire ça à la maison ni professionnellement parlant. Donc on continue toujours dans l'âge du YOLO. Donc on avait le support des différentes densités qui n'était pas toujours évident. Donc on devait faire nos assets et nos icônes pour du LDPI, MDPI, XHDPI, XHDPI, etc. Donc on avait pas mal de taf à faire au niveau des icônes. Et il n'y avait pas de SVG à l'époque, mais par contre on pouvait utiliser le 9patch. Et 9patch c'était quelque chose. Ça nous permettait d'avoir une sorte de SVG-like, donc un peu contenu qui pouvait s'étendre et d'avoir un peu une consistance suivant le contenu à l'intérieur si ça s'agrandissait ou pas. Mais c'était pas des fois pas si évident à faire ces petits 9patch. On est bien content maintenant d'avoir nos petits SVG pour faire nos icônes background ou autre. Et donc là ces 9patch se plaçaient dans notre fichier drawable. Donc toujours dans l'âge de Holo. On a eu l'introduction de Holo Design, un peu le premier design system entre guillemets d'Android. Donc à partir de Android 3.0, on a eu Holo Design. Qui dit nouveau design, donc on dit nouveaux composants. Et donc là, on a eu
l'arrivée des fragments et des premières support librairies, parce que du coup, qui dit nouveaux composants dit faudrait peut-être aussi les supporter dans les versions d'avant. Et bon, c'était pas si dégueu en fait, ce petit design system. Holo, ça, à l'époque, ça faisait le taf. Bon, c'est pas aussi shiny et beau que maintenant avec Material, mais c'était quelque chose. Euh, avec Action Bar, les doubles panels. Donc là, on va dire, on a eu les premiers concepts pour les tablettes, etc. Donc ça faisait le taf. C'était pas le plus beau, mais c'était pas le plus moche non plus. Opinion personnelle. Et donc, au fur et à mesure, Google a sorti d'autres support librairies avec la support V7 et la communauté a mis énormément d'efforts à sortir plein de tooling qui nous aident avec par exemple Butterknife, Android Annotation, Action Bar Sherlock, Evenbus. Oui. Donc là, par exemple, ici avec Butterknife, on finit les views find by ID, on utilisait la notation bind view ou bind string, ou même directement définir avec une méthode avec annoter onClick pour gérer les clics sur l'élément. C'était un peu la fête à la notation, mais ça marchait plutôt bien. On a eu, ouais, en parlant de fête à la notation, Android Annotation, c'est vraiment, on peut faire vraiment de la dark magic avec de notation à plus savoir quoi en faire et après on va dire maintenir une code base comme ça, c'est dur. Ça reste pour toujours ça, si on part là-dedans. Ouais, Evenbus, utile et souvent sous-estimé et très souvent mal utilisé. Parce qu'on peut vite partir dans du code spaghetti et mettre trigger des events et les écouter un peu partout sans avoir à bien scoper la chose. Mais c'était plutôt intéressant. Et ensuite, on est arrivé à l'âge de Material. Donc là, on est passé sur, on va dire, des choses un peu plus léchées, un peu plus flat design. Donc après que Material ait été annoncé, on a eu énormément de composants qui étaient rétro-compatibles, mais du coup pas fait par la communauté, mais par Google en lui-même, qui s'est dit en gros là on va pousser énormément autour de la développeur expérience et de fournir tout ce qu'il faut aux développeurs pour qu'ils fassent des applications un peu consistantes et beaucoup plus qui se tiennent à Material. Donc là, on était dans l'âge d'or de la support V7 avec les app compat, les CardView, les recycler view, leanback, etc. Il y a une liste énorme de lib avec la support V7. Et c'est à partir d'Android 5 qu'on a introduit ce concept d'élévation. Avant ça, on n'avait vraiment pas ce concept-là avec Android. Donc là, c'est apparu vraiment avec Android 5. Et l'âge d'or de Material, donc là, encore plus et plus de librairies poussées par Google. On a Constraint Layout qui apparaît, les architectures componentes, la design lib, etc. Maintenant, nous, développeurs, on a vraiment les outils et les possibilités de produire vraiment des applications belles et de qualité. Sans avoir un designer à côté de soi, on peut partir sur une application full Material et ça va faire le taf. Donc là, un petit exemple d'à l'époque, constraint layout où on pouvait, on peut toujours même maintenant là faire les contraintes soit avec les mains ou avec l'éditeur. Et ensuite, avec l'âge de Kotlin, on a eu comme on aime énormément la fragmentation sur Android, il y a eu du coup la mort de cette énorme support librairie et plein de petites librairies Android X. Maintenant, il y en a énormément.
et il y en a de plus en plus. Je ne sais même pas combien il y en a, peut-être une trentaine, ouais, peut-être plus. Mais, mais Google a vraiment investi énormément dans cette développeur expérience et pour nous faciliter vraiment la tâche. Il y a vraiment des libs Android X qui sont vraiment très cool, style des libs de sécu ou des libs pour de l'archi, pour des composants UI. Et il y en a qui étaient peut-être pas top, genre data binding. Ouais, je fais un gros tacle à data binding, désolé. Et du coup, le fait d'avoir bougé aussi dans un écosystème Kotlin a vraiment beaucoup aidé. Donc là, exemple de data binding, s'il vous plaît, c'est à bannir. C'est immaintenable sur le long terme. Si vous en avez encore, please, migrez vers autre chose. Et l'âge de compose, du coup, après, depuis 2 ans, maintenant, on a accès à vraiment quelque chose de nouveau en termes de vraiment un renouveau de la UI sur Android en tant que développeur en tout cas. Et ça a vraiment été game changer au niveau du développement UI sur Android Compose. Ça a introduit des nouveaux concepts, nouveaux paradigmes. Donc là, on doit réapprendre un peu, réapprendre depuis, comme si on venait sur Android sur Android 1 et on apprenait à reapprendre un peu à faire de la UI. Donc là, on doit réapprendre vraiment, genre comment placer un bouton, comment utiliser des conteneurs, etc., comment faire des listes. Et donc, grâce à ça, Compose va un peu sonner la fin de tout ce code XML qui est dans nos apps pour faire notre UI. Et là, on sera vraiment full Kotlin. Et avec du code vachement plus efficace. Donc là, comme vous voyez, un petit exemple là d'afficher une carte avec des messages. Donc là, on utilise les composables, c'est vraiment le futur pour construire notre UI. Donc du coup, petite rétro sur la UI. Le tooling a vraiment été game changer et Google a énormément poussé autour de ça et ça c'est vraiment une très bonne chose. On n'a pas laissé genre juste la communauté faire elle-même de son côté. Elle a vraiment donné des très bons outils pour développer les applications. Petit move sur Compose, c'est pas déconnant, faut s'y intéresser. Pour moi, c'est le futur de la UI sur Android. Mais par contre, faut jamais oublier d'où on vient. Et le view system, il sera là jusqu'à la fin. Donc, ok, Compose, c'est des nouveaux concepts et on va les utiliser dans nos apps. Mais par contre, on aura toujours les concepts de view à connaître pour pouvoir bien développer et optimiser nos applications. Des choses à peut-être arrêter de faire. Kotlin Synthetics, comme là, ça va être c'est déjà déprécié et ça va être enlevé de Kotlin dans les versions à venir. C'est déjà enlevé? Ouais, je sais bien. Arrêtez d'utiliser data binding encore. Il est temps de dire au revoir à ces beaux XML qu'on avait l'habitude de faire depuis plus de 10 ans. C'est la fin. Après, Compose est encore assez neuf, mais faut s'y intéresser et voir aussi toujours ce que la communauté Android produit, puisque elle fait des choses extraordinaires pour nous développeurs. Donc vraiment s'appuyer dessus pour apprendre et faire nos belles applications. Et donc, on va terminer par l'architecture si j'ai du temps. Ouais, ça se fait en 5. Ok, architecture. Au commencement, on avait un peu une architecture AITA ou AITF. All in the activity, genre tout dans l'activity ou tout dans le fragment. Mes premières apps, c'était ça, et faut pas faire ça.
C'est interdit. Même, bon, des fois, on veut faire des fois des POC, on a tendance peut-être à partir dedans comme ça. Mais ouais, jamais ça atteint la prod. C'est fini. On veut plus voir ça. Mais bon, on a commencé un peu tous comme ça. Ensuite, on a eu pas mal de hype autour du MVC, donc un peu structuré, un peu, on va dire, nos premières applications, avec l'introduction de la séparation des concerns où le contrôleur, ici dans cette architecture MVC, le contrôleur était un peu l'activity ou le fragment et toutes les inputs étaient mis étaient gérés par ce contrôleur et le contrôleur allait update du coup l'activity allait update ses composants genre ses views, edit text button etc et allait fetcher dans sa couche data on va dire de la data affichée et à consommer. Donc c'était un premier aperçu on va dire d'avoir la séparation des concerns avec du MVC. Et ensuite, il y a eu une grosse hype fin de l'âge YOLO et début Material autour de MVP, donc Model View Présenteur. Donc là, pareil, séparation des concerns, abstraction. Mais là, par contre, on change les inputs de l'utilisateur sont gérés par le côté view, et ce qui est, on va dire, plus logique, entre guillemets. Et je rappelle, on ne met pas de business logic du côté view, c'est important pour la survie de votre app. Donc là, le côté view, maintenant, on a les composants edit text, etc., mais aussi activity et fragment. Et activity, fragment, oui, c'est vraiment des composants view, donc ils doivent partir et rester dans on va dire, dans ce domaine view. Et donc ensuite, notre activity va parler au présenteur, le présenteur va fetcher la data dans la couche modèle, et ensuite le présenteur reprend cette data et va l'envoyer vers le view pour update notre UI. Ensuite, avec tous les composants d'architecture que Google a poussé, donc ils ont poussé une architecture en particulier, c'est le model view model, du coup du MVVM, maintenant qui est assez largement utilisé par la plupart des apps pour ensuite garder toujours séparation des concerns, abstraction. Donc c'est vraiment, on va dire, une des recommandations d'architecture par Google. Et ils ont développé plein d'outils Edlib autour de ça, les view models, les lave data, etc. Donc on a un peu un côté un peu plus réactif maintenant avec les live data ou les state flow. Et notre view model, c'est vraiment on va dire le point central pour dispatch, aller updater notre UI ou aller fetcher dans le data layer. Ensuite, il y a des concepts de repository pattern qui ont été appliqués, genre pour avoir une abstraction du data layer, toujours garder la séparation des concerns et d'avoir une seule source de vérité. Donc là, assez classique qu'on retrouve maintenant même dans les guides d'architecture de Google, clairement un repository qui va parler à des data sources, etc. Donc assez classique maintenant. Et ensuite des concepts de clean architecture, genre clean-ish architecture. Genre on garde la séparation des concerns, l'abstraction et la testabilité du code, mais on n'est pas obligé de vraiment suivre à la lettre tous ces concepts qui ont été mis dans cette clean architecture. On s'inspire et on prend ce qui marche vraiment pour notre app et pour nos équipes. Donc le classique, présentation, use case, domaine, etc. Et au final, on tend vraiment à faire du MVWYW, du MVWI, du model view, what you want en fait. Mais au final, toujours garder en tête la séparation des concerns, attraction, maintenabilité du code et testabilité de son code pour que ce soit scalable et d'avoir on va dire une application en bonne santé. Et toujours, je rappelle, ne pas mettre de business logic dans les view components. Important.
Et donc en petite rétrospective, architecture, ben, ça dépend. Ça dépend de votre hâte, de vos équipes, de tellement de choses. Mais vraiment garder en tête juste la séparation des concerns, c'est le plus important. Et du coup, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'était le site Android Developer, allez sur Web Archive et c'est très drôle de retrouver les vieux samples d'utiliser avec les listes, est-ce que Google mettait sur son site. Et après, ouais, toutes les ressources, genre le devblog aussi d'Android, il y a pas mal de pépites sur 2010-2011. Et voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre maintenant ou après.